Voilà, vous devez m'entendre maintenant. J'ai une voix qui porte, mais comme il paraît qu'il faut que ce soit enregistré. Donc effectivement, j'avais prévu de 2 heures de conférence. Il faut que je réduise. Donc je vais enlever un chapitre entier, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses. Alors tout de suite. Oui, tout de suite. Ce n'est pas une histoire de l'affiche, mais une évocation des grands noms de l'affiche et puis une sorte de panorama, de parcours de l'affiche, afin de réveiller en vous quelques souvenirs de choses que vous avez pu voir, soit des films, et surtout d'en connaître d'autres, toute une histoire autour de l'affiche de cinéma, qui est un genre très 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 particulier. Et l'affiche de cinéma est donc née avec la première affiche au monde, jamais éditée. La voici, puisque quand est créé le cinématographe Lumière en mars 1895, forcément, et que cet objet a été un objet un objet de plus que de culture, mais un objet presque de foire, quand il a été présenté, il a fallu en faire la promotion. Donc voici la première affiche, c'est ce qu'on appelle l'affiche de Brispeau, l'auteur Brispeau qui est ici, Henri Brispeau, qui avait été choisi par Antoine Lumière, le père des frères Lumière, car ce sont les frères qui inventent le cinéma, Louis et Auguste, mais c'est toujours le père qui s'est chargé de la promotion de toutes leurs inventions. Le cinéma étant, comme je vous le rappelle, une parmi tant d'autres, des inventions des frères Lumière, puisqu'ils auront déposé plus de 250 brevets, l'autochrome, et ainsi de suite, le tulle gras, et ainsi de suite. Donc, pour faire la promotion de ce cinématographe Lumière, cinématographe qui veut dire écrire le mouvement, graver, et kinémato, le mouvement en grec. Donc pour écrire, voici donc la première affiche. Une affiche pour le spectacle, pour inciter les gens à aller au spectacle, dont on ne sait rien au départ. Puisqu'on est en 1895. La première séance a lieu le 28 décembre 1895 dans le salon indien du boulevard des Capucines de l'hôtel Scribe. Il y a 33 spectateurs, dont beaucoup fuiront la salle, puisque avec l'entrée du train en gare de La Ciotat, les gens pensaient que le train allait leur foncer dessus et les écraser. Donc il y avait 33 spectateurs. Donc ça, est la première, la plus ancienne, la première au monde. Une autre va très vite suivre dans l'histoire de l'affiche, c'est celle-ci, où on montre non seulement que c'est la firme Lumière, c'est-à-dire l'attraction Cinéma Lumière, mais on montre ce qu'il y a dedans, ce que l'on va voir. Et chacun reconnaît évidemment le fameux film L'arroseur arrosé, qui fait partie du premier programme des 10 films présentés dans le programme, avec la sortie d'usine, l'entrée en train du gare de La Ciotat, la forge, et ainsi de suite. Donc déjà, une autre, celle-ci est d'Ozol, toujours commandée par Antoine Lumière le père. C'est une affiche qui montre que c'est un spectacle familial. On y va, là où, juste avant, on montrait qu'il y avait quand même au personnage central un officier, un militaire, montrant que l'attraction, c'est pas que pour rire, c'est aussi quelque chose d'important, quelque chose d'officiel. Dans la deuxième affiche, d'abord, elle est dans l'autre sens, et elle fait 120 par 160, 1,20 m par 160. Cette première affiche, alors celle-ci est dans ce sens-là, l'autre est dans l'autre sens, 120 par 160, va déterminer à jamais les tailles définitives de l'affiche de cinéma. Attention, l'affiche de cinéma en France, parce que dans les autres pays, pour d'autres raisons, elles seront de grandeur différente. Et avec les déclinaisons, quand on va voir une affiche pantalon, ça va être la moitié de l'affiche dans l'autre sens. Une 60-80 qui est le petit format va être justement la moitié un quart de tout ceci. Elle va donc décliner le 120-160 et à jamais on aura ce genre d'affiche pour l'affiche française. Voilà. Alors le cinéma est lancé, les films sont tournés. Je vous rappelle qu'il y en aura entre 1895 et 1905 plus de 1200 films tournés. Le seul problème, c'est que les films des Lumières ne font que 50 secondes. Le principe, la caméra et surtout la pellicule, la bobine, ne font que 50 secondes. Tout simplement parce que les Lumières font une invention et s'arrêtent, ne la continuent pas.
Et ils s'arrêtent, ils en inventent d'autres. L'autochrome en 1907, c'est-à-dire la plaque autochrome, le tulle gras, quelques années plus tard, au moment de la Première Guerre mondiale, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas le cinéma qui les intéresse, mais pas le développement du cinéma, mais l'invention en elle-même. D'autres vont récupérer, évidemment, cette invention-là, en faisant des caméras plus grandes, avec des formats plus grands de pellicules. Ils s'appellent tout simplement Léon Gaumont et Charles Pathé. Voilà pourquoi Léon Gaumont et Charles Pathé, eux-mêmes, vont se lancer dans des films beaucoup plus grands, qui vont durer 5 minutes, 10 minutes, et les Lumières abandonnent. Le dernier catalogue de films Lumière pour présenter les programmes date de 1905, avec une réédition en 1907, pour vous dire qu'on passe à autre chose chez Lumière. Ce qui fait la joie de Gaumont, par exemple, de Léon Gaumont, qui va lancer ses sérials. C'est l'équivalent de nos séries actuelles, avec des personnages mythiques, dont évidemment chacun connaît le fameux Fantomas, qui va régner sur la ville de Paris. Donc une affiche avec ce personnage particulier, et chacun sait que le personnage de Fantomas sera un des personnages cinématographiques par excellence. On se rappellera Louis de Funès quelques années avec Jean Marais quelques années plus tard. En tout cas, voici les séries, ce qu'on appelait les sérials, qu'on vendait et qu'on projetait dans les lieux de cinéma. La salle de cinéma est encore pas complètement développée. Il faudra attendre les années 30 pour voir les multiplex. Je vous rappelle que le Pathé Bellecour ici, qui sera le premier grand multiplex, ne va naître qu'en 1933. 33, pour bien fixer les choses. Là, on est en 1914, juste après la guerre, les justiciers, le policier Apache, où on voit qu'on est dans la bonne société, mais il y a un côté, vous voyez, sur cette affiche-là, il y a un côté grand théâtre, il y a un côté grand spectacle sur ces Fantomas-là. C'est toujours une série, la série phare de chez Gaumont, tout avec Juve, un des personnages qui reviendra. Voilà. Tout comme cette série, toujours chez Gaumont, les vampires. Alors l'affiche qui est ici est une affiche qui sera a posteriori beaucoup plus moderne qu'à l'époque, car il faut savoir que quand les films sortent, ce sera surtout le cas pour tous les films de Chaplin, qu'on va toujours voir. On continue à voir les Lumières de la ville, on continue à voir le Dictateur qui est en 1940, et on va chaque fois rééditer une affiche. On va le voir, un des graphistes particuliers va faire l'apogée de ces affiches-là avec une réédition après la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant ce temps-là, pendant que Gaumont et Pathé font leur sérial, alors de plus en plus Pathé va se tourner vers l'exploitation, c'est-à-dire la mise en place des salles et des multiplex, là où Gaumont va monter un catalogue de films. Et à chaque film, plus ou moins court, plus ou moins long, on va créer une affiche de cinéma qui va être exposée afin de vanter le programme. Comme à la Foire du Trône, il y avait la femme à barbe qu'on allait voir. Là, on allait voir le cinématographe. Au même moment, en 1914, au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, Chaplin, Charlie Chaplin, Charles Chaplin, avec quelques autres, Marie Pickford, entre autres, vont créer Hollywood, la machine à rêve et surtout la machine à cinéma. Avec, un des films, pendant qu'on fait Fantomas en France, on va faire Chaplin. Et voici donc l'un des premiers films de Chaplin, qui va faire l'objet d'une affiche. Chaplin étant évidemment ce bonhomme, ce personnage, qui sera de partout. Donc il sera sur l'affiche. Ce sera la première des grandes stars de cinéma. La première. Et il y en aura beaucoup de ces... Voilà. Des affiches très graphiques, comme celle-ci, c'est l'affiche américaine du film, alors que là, on a le même en France. Vous voyez, les graphiques différents. C'est le même film qui s'appelle Charlie Chaplin au Music Hall, et de l'autre côté, même si le titre A Night in the Show, c'est l'affiche américaine du même film. Il faut bien toujours voir à conscience qu'une affiche ne fonctionne pas partout, quelle que soit la nationalité. On n'aura jamais les mêmes affiches en Italie, en France, en Allemagne, suivant sur ce que l'on veut montrer. Par exemple, ici, voilà, on veut montrer en France plutôt le côté burlesque. C'est à ce moment-là où en France, il y a aussi, on va le voir,
Alors Chaplin, voilà. Là, c'est toujours les affiches françaises. Elles sont toutes à peu près du même graphisme, très, très stylées, avec des aplats de couleurs, toujours financées, alors ça c'est nouveau aussi, toujours financées par la société de production de Chaplin, les 3 A, AAA, artistes associés. Par exemple, voici Charlot Boxer qui paraît en 1915, qui elle est une affiche belge, et où on va d'abord connaître le nom de Charlot, plus connu que sous le nom de Chaplin. Pour ceux qui ne savent pas, on rajoute quand même la notion de Charlie Chaplin entre guillemets. Donc vous voyez déjà une approche complètement différente voilà. Alors, en sachant que, regardez, c'est une affiche belge, mais qui est quand même imprimée en France, imprimée à Amiens. Bon, pour différentes autres raisons d'imprimerie. Voilà, on retourne toujours avec ce Chaplin, avec une affiche américaine, pour montrer le personnage que Chaplin représente. L'affiche montre bien ça. C'est un champion, mais c'est l'anti-héros américain. On le voit, il y a marqué The Champion, qui veut dire évidemment le champion, mais il a une tête de chien battu, comme son chien un petit peu. Voilà, bon, d'accord, pour montrer ce personnage d'Américain moyen que Chaplin sera. Voilà, les plus beaux films de Chaplin après seront regroupés pour faire car les films duraient 20 minutes, 30 minutes, et on a eu besoin pour payer un spectacle, on ne pouvait pas aller au spectacle que pour 30 minutes. Donc on mettait beaucoup de courts-métrages les uns bout à bout, et ça donnait des films d'1h30, 2 heures, et donc les plus beaux films de Chaplin qu'on regroupait autour d'un titre principal, la plupart du temps le titre le plus long. Voilà, d'autres, on pourrait en trouver beaucoup, la déclinaison de différents, suivant les pays. Ici c'est l'affiche britannique, alors qu'ici on a l'affiche américaine, du même film, pareil. Et puis, donc, Chaplin est lancé sur la planète cinéma, et dorénavant, tous les programmes de Chaplin sortiront, et il y aura même des films génériques, des affiches génériques. Là, c'est l'affiche française, dont on voit que le graphisme, il n'est même pas très beau, ce Charlot, là. C'est simplement pour montrer, il est le clown du monde, assis sur le monde. Donc, cette affiche-là montre tout ce qu'était ce côté générique. Quelques années après, évidemment, la machine à faire du cinéma, Hollywood, va en inventer des stars qui vont toutes jouer dans leurs films, qui vont être plus ou moins réalisateurs, car ici, on voit qu'il y a quand même un réalisateur, Edward Sedgwick, alors que Buster Keaton, lui... Alors, Buster Keaton avait un avantage sur Chaplin, c'est que lui, c'était un cascadeur, et ne pouvait pas tout faire, être derrière la caméra, faire ses cascades, régler ses cascades, et ainsi de suite. Donc, pendant très longtemps, il y aura des réalisateurs qui réaliseront pour lui, qui sont presque des prête-noms. Et on voit tout de suite, là, l'arrivée de ces grandes majors, comme on dit, la MGM, la Columbia, la Warner, tous ces grands noms qui vont naître de Hollywood, puisque Hollywood naît en 1913-1914, à partir de presque rien au départ, et du petit studio de Chaplin. Voilà, par exemple, le même film, avec des affiches différentes. Ici, on le voit, c'est l'affiche américaine, Made in USA, alors que celle-ci, beaucoup plus soft, est l'affiche britannique. Vous voyez déjà, les formats sont différents. Pourquoi les formats sont différents? Parce que l'espace à afficher est différent. Il y a moins de haut vent, il y a moins de devanture. Et puis, souvent, la plupart du temps, comme en Angleterre, il n'y a pas encore des salles spécialement dédiées au cinéma. Cela dit, comme en France. Dans un premier temps, on va projeter les films des Lumières à l'Eldorado à Lyon, pour la rive gauche. On va les projeter dans la salle des Dépêches du Progrès, par exemple. Là, parce que ce sont des lieux à l'Opéra, ou dans les cafés comme à Paris, ou ici à Lyon, la deuxième salle de cinéma au monde, qui sera au 1 rue de la République, ce qui est maintenant la Bank of China, qui était le café de Madrid, où il y avait une salle de spectacle en sous-sol, comme tant d'autres choses. Donc, les formats, c'était un spectacle parmi tant d'autres. Et l'affiche va se développer, va devenir de plus en plus grande, quand ce sera une salle dédiée à un spectacle, ce que nous verrons. Regardez là, par exemple, c'est le même film, toujours pour une sortie américaine. Et comme le film sortait partout, regardez,
c'est le même, et c'est l'affiche suédoise. Le même, on utilise le même visuel. Ça pose pas de problème. Là, parce qu'on vend avec voilà, l'affiche suédoise. Autre personnage dans les années 30, celui-là, c'est évidemment ce personnage d'Harold Lloyd, où on voit là déjà que dans les années 30, l'affiche est déjà beaucoup plus développée. Il n'y a pas qu'un personnage, mais on nous raconte plein d'histoires. Alors voilà, silence on tourne, on imagine qu'on est à Hollywood, et pour nous en persuader, eh ben on montre une caméra, on montre un metteur en scène pas très content, on montre un personnage qui est un petit peu travesti ici, qui est toujours le même personnage d'Harold Lloyd qui est ici, on montre de la bagarre, c'est-à-dire de l'action, et on montre un peu un côté comédie, qui sont en gros de l'action, de la comédie, de la réalité. C'est ce qui fait le cinéma. Et tout ceci est déjà montré sur l'affiche. On nous montre le spectacle. Voilà, le spectacle, ce sera ça. Venez à notre spectacle, vous verrez ça. Ce qui est un petit peu nouveau par rapport à là, parce que là, c'est un petit peu inquiétant. On ne voit pas trop ce que c'est. Il y a certes un policier derrière. Que fait ce singe? On ne sait pas. Pourquoi? Donc, voilà. Déjà, dans les années 30, on pose un petit peu plus l'histoire sur l'affiche. Là, voilà la même affiche. Celle-ci est l'affiche française, où on a réduit quand même, où on montre en gros le personnage d'Harold Lloyd. On voit que c'est la Paramount, autre des grands studios, qui est noté quand même en gros. Et puis, c'est la période des stars, les années 30. On passe du muet au parlant. Je vous le rappelle, c'est en 1929, le premier film muet aux États-Unis, Le chanteur de jazz, en 1929. Donc de plus en plus, ce sont les stars que l'on va vénérer. Rudolph Valentino, c'est fini, il n'a pas su s'adapter pour passer du muet au parlant, mais justement, on va, regardez, elle est en gros Constance Cummings, qui est ici, la star. On va la montrer en gros. Ça va être le début de toutes ces stars, dans le cinéma américain, comme on le montre ici. Alors là, je vous ai mis ceci pour vous montrer les façades. C'était un véritable métier d'affichiste. Il y avait, d'ailleurs ici c'est à Lyon, c'était la préparation d'une façade du pâté Nathan, qui est maintenant le pâté Bellecour. Il a été pâté Nathan juste avant qu'il ne devienne pâté Palace et qu'il change plusieurs fois de nom, ici à Bellecour. Et on voit qu'il y a un affichiste qui est ici, celui qui a conçu le dessin à petite échelle, et après il faut le monter en grand. Parce que tout était peint, c'était des peintures murales, des fresques que l'on mettait en haut. C'était en quelque sorte les ancêtres de l'affiche. L'affiche est quelque chose d'éphémère, comme un journal que l'on jette. On le sait, il y a une de mes collègues dans la salle, que quand on récoltait les journaux à la bibliothèque municipale de La Part-Dieu, on savait que c'était quelque chose de friable, car le journal était quelque chose d'éphémère, qu'on jetait une fois que le journal avait été lu, on le gardait quelque temps. Mais avec le temps, c'est pareil pour les affiches. Quand elles étaient le temps de la durée du film, avec du morceau de papier ou pas. Là, ce n'était pas exactement le cas, puisque elles étaient peintes. Mais vous imaginez le travail pour des fois ne rester que 3 semaines. Et hop, on jetait et on remplaçait. Et de plus en plus, les salles de cinéma vont se développer. Regardez ici, alors là, c'est aux États-Unis, vont tellement se développer que la publicité va devoir se développer. Elle va tellement se développer, la publicité, que ce ne sont pas des affiches à proprement dit, mais bien de la publicité, comme les Américains peuvent le faire. C'est évidemment certains lame shows où on voit que dans un cinéma, c'est de la publicité en relief, où on faisait la même chose que sur les peintures, les grandes fresques. Le voici, le pâté Nathan. Regardez, il y avait, dans un premier temps, pas trop de place pour mettre des affiches. On montrait, ça ne devait pas être caché, le spectacle, ne devait pas être caché. Donc on mettait des grandes vitrines. Ce qui n'est plus maintenant, on incitait les gens à venir au cinéma. Et ici, c'est le pâté Bellecour qui a été d'ailleurs, on a gardé l'espèce de marquise comme ça, et c'était un petit peu difficile de mettre des grandes affiches. Voilà par exemple le Gaumont Palace à Paris, qui est le Wepler maintenant, avec, évidemment, quand il y a des grandes façades comme ça, on pouvait mettre de grandes fresques murales,
qui de plus en plus vont s'effacer au profit des affiches. Voici toujours le pâté Bellecour pour les enfants du paradis, mais là on est déjà vers le tournant, puisque les enfants du paradis sont en 1939, où on a réduit la surface d'accueil en quelque sorte, la surface vitrée. Et du coup, on peut mettre de grandes affiches, on peut mettre de grandes fresques. Ce sont toujours des peintures murales, des peintures qui étaient sur du papier, qui donneront plus tard ces grandes affiches. Alors voici toujours le pâté Captain King ici. On est en 1953, les grandes périodes du cinémascope et tout ça, on faisait la queue beaucoup, avec ces grandes fresques murales. Alors évidemment, tout ceci évoluera très fortement, puisque voici l'avant-première aux États-Unis d'un des films de James Bond, où évidemment, il n'y a plus d'affiches, il y a presque plus rien du film, si ce n'est les grands noms, James Bond, Goldfinger, et voilà, l'actualité est non plus dans l'affiche, mais dans la présentation de cette publicité-là. Voici toujours à Lyon, on est rue de la République dans un des cinémas qui a disparu, qui était le Gémeaux, qui était rue de la République aussi, où il y a eu dans ces... Alors là, je vous montre la partie technique avant d'aborder le vif du sujet, c'est les affichistes et les affiches, comment très vite on a remplacé avec ces graphismes-là, mi-photo, car il faut voir que pendant très longtemps, le procédé d'affiche était de la lithographie, c'est-à-dire sur la pierre, l'impression sur la pierre, comme ça, et alors qu'après, on va pouvoir cumuler ce qu'on appelle l'offset, c'est-à-dire des grandes imprimeries qui vont être automatiques, où on va pouvoir intégrer de la photo avec des dessins. Ce qui est un petit peu le cas ici, bien qu'ici, il y ait quand même beaucoup de photos et du graphisme. C'est un film qui s'appelle Projection privée. Voilà. Par exemple, ici, on a le mix des deux. C'est une salle parisienne à Montparnasse, où on a encore la grande affiche, et puis un petit peu ces publicités avec les grands néons qui ont fait la gloire de tous ces grands cinémas. Et puis là, c'était pour une mise en abîme quand on faisait la promotion. Voici, on est dans le hall d'accueil de ce qui est maintenant la FNAC, qui était la salle des dépêches du Progrès, où pendant très longtemps, puisque jusque dans les années 60-70, même début 80, on pouvait encore venir regarder le Progrès qui était affiché tous les jours, et que cette salle était un hall d'accueil pour faire la promotion de beaucoup de choses, car c'est souvent le Progrès qui faisait les promotions. Et voici ici, on a Henri Verneuil et Jean-Paul Belmondo autour de ce qui reste un petit peu de l'affiche, et qui en tout cas va permettre à tout un métier de se développer autour de cette affiche-là. Alors voici, alors là c'est l'excès contraire, on est devant le Comédia, on est en 1974 pour la sortie de ce film La Tour Infernale, dont chacun sait que c'est un film catastrophe autour de feux et de pompiers. La promotion a demandé à ce que le musée des pompiers de la Duchère apporte un de leurs vieux véhicules. Là, c'est la promotion extrême, dans un autre sens, où même l'affiche ne suffit pas en elle-même. Alors, vous voyez, là, d'ailleurs, il y a un film de Tavernier que la fête commence, et on voit, là, c'est le format 120-160, en hauteur comme ça, avec celui-là, alors qu'ici, c'est un 4x3, comme on dit, c'est-à-dire 3 mètres sur 4 mètres, qui est ici exposé, pour montrer l'excès dans l'art. Et on est dans les années 70, l'excès. Alors, ces grandes affiches, en voici quelques exemples. Tarakanova, qui étaient les films où on montrait un mélange d'aplats. Regardez le graphisme un petit peu. On ne sait pas trop ce qu'on va aller voir, en fait. On ne sait pas trop. Il y a une gitane. Pour certains, il y a un âne, il y a un bœuf, on croit à une nativité quelque part du côté de Nazareth. Enfin, on ne sait pas trop. C'est un film de Raymond Bernard. C'est une grande fresque. On a envie ou pas d'aller voir ce genre de choses. En tout cas, l'affiche est ainsi. Voilà. Beaucoup plus dynamique, ce film, Le Truc du Brésilien, qui fait partie de ces grandes affiches qui, elles, étaient des vraies affiches et collées en haut, car les salles deviennent des grandes salles permanentes, monosalles dans un premier temps, toujours monosalles. Hein. Les multiplex n'arriveront que dans les années 70. Donc quand on était dans une salle, il n'y avait qu'un seul film toute la semaine, tout le temps, pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il aille bien.
on citera toujours au Ciné-Journal Blanche-Neige et les Sept Nains, qui est resté 6 mois en exclusivité, Blanche-Neige et les Sept Nains, dès sa sortie au Ciné-Journal. Alors voici L'étrange bandit, un film américain dans la verve des westerns, où on montre l'action. Alors évidemment, regardez, rien n'est réaliste. On ne sait pas si c'est un bandit ou un shérif. En tout cas, c'est un film américain qui débarque, et on nous le dit bien, c'est un grand film dialogué en français. Car on ne supportait pas, il n'y avait pas encore les doublages. Enfin, non, au contraire, il n'y avait que les doublages et il n'y avait pas les sous-titres. D'où l'importance de l'affiche, où on ne sait pas trop ce qu'on va voir, à part le nom de l'acteur, qui était très certainement connu, très connu aux États-Unis, un petit peu moins par nous, et vous regarderez qu'il n'y a pas de notion, il n'y a que le studio, mais il n'y a aucune notion de réalisateur, rien du tout. D'accord ? On a l'action, mais c'est un film dialogué en français. Autre grand exemple, là on nous montre vraiment, alors James Cagney était la grande star qui, elle, a réussi son passage du muet au parlant. On nous montre ce qu'il va y voir dans le film. C'est-à-dire, c'est un super-héros qui va aller débusquer dans les cuisines, on est au temps de la Prohibition, donc tous ceux qui ne respectent pas la loi. Mais en même temps, et c'est lui-même, James Cagney, qui est là, jouant le rôle de Johnny, va nous montrer, en quelque sorte, c'est lui qui nous montre le programme. James Cagney, il va faire chaos à la fraude dans les restaurants, chaos à la fraude dans les transports en commun visiblement, et chaos à la fraude dans le monde un petit peu politico-judiciaire ou autre. Donc là, on a le programme avec l'affiche. Il faut aller voir ce film qui s'appelle Les Aventures de Brave Johnny avec James Cagney pour nous montrer ce qu'il y a dedans. Un autre type d'affiche, pourtant toujours dans ces années, là on est en 1940, en pleine guerre, on nous dit que c'est un film Paramount, où on commence déjà, il y a un premier essai à vouloir assimiler le dessin, le graphisme, qui est presque de la photo, entre les deux, les lieux-gravures, et de la photographie en elle-même, avec tout ce qui était le montage. On voit que ce n'est pas non plus très réussi, puisque en bas, il a fallu remettre un petit peu des graphismes. C'est pas encore, il faudra attendre. La grande époque, c'est évidemment les années 70, où on va carrément, on va le voir, coller des photos autour de personnages de bande dessinée ou ainsi de suite. Là, c'est les balbutiements et ça marche pas beaucoup. Alors, il y a évidemment, c'est très graphique, hein, une nation en marche qui est de plus en plus, qui est croissant de la gauche vers la droite. Bon, il y a ces effets visuels, c'est un petit peu balbutiant. En tout cas, ce sont toujours ces grandes affiches. La bête humaine, évidemment, ces affiches dont on voit qu'il y a plusieurs couleurs. Pourquoi ? Car comme vous le savez, le film sort en 1939 et qu'en 1939, quand on est producteur et qu'on s'appelle Monsieur Hakim, on n'était pas très bien vu. Quand on s'appelle Monsieur Cosma, on n'était pas non plus bien vu. Ce qui fait que cette affiche a été maquillée en plusieurs endroits car il fallait masquer, pour être sûr qu'on allait bien voir des films avec des gens qui ne sont pas juifs, dont le producteur, dont la musique, Vladimir Cosma quand même, et le directeur de production Tual, on devait les masquer et on mettait simplement sur l'affiche de la peinture noire pour masquer, quand les noms ne plaisaient pas. Donc des fois, il n'y avait que le prénom qui sortait. Alors voilà pourquoi cette affiche ressort un petit peu avec différentes teintes de couleurs, car on remasquait. Voilà. Ça, c'est l'histoire, avec un grand H, qui est pour la petite histoire de l'affiche. Alors là, c'est les États-Unis dans toute la splendeur. On nous montre, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, on nous montre que c'est un film Paramount. Pendant que l'Europe est en train de se déchirer, eh bien, aux États-Unis, il y a certes, on est en guerre aussi, mais c'est un peu une guerre spectacle. On a l'impression qu'on est en veulerie. Regardez, on ne nous montre pas que c'est de la guerre. Jamais on nous dit que c'est la guerre. C'est
Les concurrents des ciels, À la gloire. C'est un film en couleur, ce qui était quand même une des premières. Hein. Je vous rappelle que les premiers films couleur nous montrent un certain Adolf Hitler dans son nid d'aigle par les pellicules Agfa, qui était la marque allemande de Bayer qui construisait des gaz pour faire tout ça. Donc la couleur arrive à peine, mais on nous montre quand même que c'est en couleur. Et bah, la couleur est un petit peu bien déteinte sur les personnages qui deviennent du coup orange, avec Fred McMurray, avec voilà. Et c'est l'inoubliable réalisateur William Wellman, c'est Les Ailes. Et ces affiches-là étaient même des affiches de propagande, car les réalisateurs, comme William Wellman, comme John Ford, comme beaucoup d'autres, c'était l'effort de guerre. C'est-à-dire qu'ils ne partaient pas au front, mais ils devaient faire des films montrant que on n'oubliait pas l'Europe, que pendant ce temps-là, on continuait à se battre et qu'on fabriquait une machine de guerre depuis les États-Unis. Donc une affiche de cinéma, certes, mais aussi de propagande pour, regardez, ce sont c'est un avion français avec la cocarde que l'on voit là se battre. Donc ne perdez pas espoir, voilà. Et puis j'ai voulu placer un film de Sacha Guitry pour montrer qu'à cette époque-là, le théâtre devenait de plus en plus le cinéma et que les gens de théâtre allaient beaucoup au cinéma et qu'on n'est jamais autant... D'ailleurs, vous voyez que de là-haut, les films modernes, dorénavant, les producteurs seront souvent des sociétés de production. Pour éviter le cas El Caïm avec La Bête humaine, juste avant, ce sont des sociétés de production. Même quand on n'a qu'un nom, comme quand Truffaut a fondé les films du Carrosse, ce n'était pas les films François Truffaut, c'était les films du Carrosse, pour qu'on n'assimile pas un nom avec une société de production. On le voit, là, c'est les films modernes, ce n'est pas les films Sacha Guitry. Tout est inscrit dans une affiche. Bon, alors Guitry, évidemment, il y a forcément un gros cœur. Il n'était pas non plus le plus timide de tous les plus réalisateurs. Il est en gros plan, le voici. Évidemment, il n'y a que des histoires de couple, quadri voulant dire 4, on y est. Il y a Pauline Carton, Gaby Morley, voilà, toutes les grandes stars. Les grandes stars étant en plus gros que les deux plus petites. Et regardez, c'est un film qu'il signe lui-même. Il signe tellement lui-même qu'il y a sa signature. Et comme on ne la lit pas, je vous mets au défi de savoir qu'ici il y a Sacha Guitry. Quand on le sait, c'est facile. Et voilà pourquoi il le remet en bas. C'est un film de moi, fait par moi. Avec moi. Et souvent avec ma femme d'ailleurs. Mais là, elle n'y était pas. Mais si, il y a Jacqueline de Lubac, qui était sa femme de l'époque. La lyonnaise de service. La belle lyonnaise. Donc j'ai voulu placer ça. Ça, c'était pour les grandes. Ce film aussi... pour montrer beaucoup de choses, alors c'est un petit peu comme Quadrille, mais pour montrer la toute-puissance de la couleur. Il fallait que l'affiche, vous avez vu quand il y a les procédés d'autochrome, pas d'autochrome, de colorisation avec les ailes, là, c'était pas très beau. Donc on a décidé, dans les années juste après, on est en 1948, là, après-guerre, qu'il va y avoir le boom de cinéma, parce que, évidemment, après la guerre, il faut remontrer que les pays sont de nouveau des grandes puissances, en particulier en France, avec la création en 1946 du CNC, Centre national de la cinématographie, ce qui est unique au monde. C'est-à-dire qu'il y a un organisme qui va permettre de financer le cinéma, de financer les salles de cinéma, mais aussi la production de films. Voilà pourquoi le cinéma allemand va complètement disparaître. Voilà pourquoi le cinéma italien va continuer, mais parce qu'on s'appelle Visconti, qu'on est riche au départ, parce qu'on s'appelle Pasolini et qu'on est enfant de bourgeois, qu'on va pouvoir faire des films, et ainsi de suite, ainsi de suite. On ne parle même pas de l'Espagne. Alors, l'Espagne sera un cas à part, parce que sous le franquisme, il y aura quand même beaucoup de films. Mais le boom du cinéma vient après donc, cette Seconde Guerre mondiale, où on va montrer qu'on est une grande nation. Évidemment, les États-Unis, eux, vont en profiter. On va être inondés, c'est avec le rôle du CNC d'ailleurs, de films américains de toutes sortes, partout, partout, partout. Et là, les cinémas français vont devoir résister. Et on va résister en montrant des films typiquement français. Alors, avec un réalisateur qui est passé par l'Allemagne, lui aussi, qui reviendra, Robert Siodmak, il est né dans l'ancien empire austro-hongrois.
juif, il a dû fuir l'Allemagne nazie, il se réfugie en France. Ben avec tout ce qui se passe en France, il ne peut pas. Donc il va aux États-Unis et il revient en France. On voit d'ailleurs que c'est le même cas pour Erich von Stroheim, allemand d'origine et qui va partir aux États-Unis, qui va revenir, avec des acteurs typiquement français, Maurice Chevalier, Pierre Renoir, et voilà, toute une Madi Berry, ainsi de suite. Donc on va redonner, le voici, Maurice Chevalier, il est là, bien sûr, et on va relancer l'industrie du cinéma avec ces grandes, pardon, elle, c'est Maria Dea. Marie Dea. Et donc, on va relancer cette grande industrie. Et là, on nous montre que les pièges, c'est autour, ça peut être le piège en pleine nuit, mais ça peut être le piège aussi dans un tribunal. On nous montre un petit peu à l'américaine ce qui se passe dans le film. Avec évidemment de la joie, même si elle est un petit peu plus triste pour les raisons que le film nous montre. D'ailleurs, ça intrigue. Pourquoi lui, il y a du champagne? Pourquoi lui est joyeux? Il y a ce personnage-là, on ne sait pas trop qui c'est. Vous avez des questions? Venez voir le film. Venez voir le film. Et en plus, ça attire, il y a de la couleur. C'est ce qu'on appelle des aplats. Lui, il ressort un petit peu bien roux, ils sont rouges, jaunes, violets, mais ça attire. On sent que ce n'est pas le réalisme. Le réalisme, vous le verrez dans la salle de cinéma, pas sur l'affiche. Voilà. Alors évidemment, voici le Volpone. Évidemment, c'est Jouvet, c'est Haribor, le Volpone qui est couché avec le meneur de jeu, la femme, le mari. Toute l'intrigue est déjà... là, c'est une de ces grandes affiches qui était sur les panneaux au-dessus enfin, dans les façades des cinémas. La Grande Volpone, qui est une des grandes affiches de cette époque-là, juste après-guerre, faite par Maurice Tourneur, avec toujours Jacqueline de Lubac, ces grands noms du cinéma français de juste après-guerre. Autre film là, Antoine et Antoinette, qui est un des premiers films de Jacques Becker. Jacques Becker qui réalisera beaucoup d'autres films avec ses piliers du cinéma français, comme Casque d'or, le grand film de Jacques Becker, où on nous montre, regardez là, Antoine et Antoinette, forcément, ça ne va pas se passer en province, on est forcément à Paris. Tout est montré. Il y a, d'accord, le plan de Paris, les monuments, il y a même la Tour Eiffel qui est moins grosse, et l'histoire va se passer à Paris, avec Noël Roquevert, voilà. Ici, un film un petit peu particulier, qui est resté assez inconnu, mais Route sans issue, qui vont être ses premiers films inspirés de ces grands drames, de ces grands films d'action américains. Qu'est-ce qui se passe là? On ne sait pas. Quelqu'un qui chute, on est dans un train, et regardez toujours cette fameuse diagonale. C'est la fameuse, ce qu'on appelle la diagonale lumière, c'est-à-dire la diagonale, dans tous les films Lumière, il y a cette diagonale, comme l'entrée du train en gare de la Ciotat, comme tout ça, il y a toujours pour inciter le regard à aller de droite à gauche tout le temps. On regarde et on voit, voilà pourquoi la personne la plus importante est toujours là-haut. On va regarder de droite à gauche et il y a cette diagonale toujours comme ça. Ça, c'est typiquement les films des affiches de ces années-là. Alors, pour montrer aussi ce qui venait, les péplums franco-italiens, car pour sauver l'Italie, il y avait bien besoin de la France. On envoyait d'ailleurs en grande missionnaire Michel Morgan, les plus grands, les plus beaux yeux du cinéma français, pour montrer que, en France, avec ces gens-là, qui étaient des Italiens, et qui après la guerre, il n'y a presque rien du tout. Même si Mussolini a inventé Cinecittà à des fins politiques, il n'y a plus de cinéma après. Quand Rossellini va tourner, Rome ville ouverte, quand Allemagne année zéro et tout ça, c'est très peu en Italie. Il n'y a plus d'argent, il n'y a rien du tout. Donc on va faire ce qu'on savait faire un peu à l'étranger, dont en France, où il y a le CNC qui va financer le CNC, c'est-à-dire chaque fois que vous allez voir un film, quel qu'il soit, vous financez le film d'après. C'est un mécanisme qui est unique au monde, puisqu'il n'y a que la France qui l'a fait. Alors voici, ça c'est pour terminer sur ces grandes affiches-là, avec les grandes stars du cinéma américain, le film, le roman d'amour d'une princesse. Vous avez tous reconnu, évidemment, Grace Kelly, qui est ici, qui n'était pas encore princesse,
d'accord? Et regardez un petit peu cet Alec Guinness, combien il ressemble à un certain Régnier de Monaco, quand même. Et c'est pas lui, hein, c'est Alec Guinness, on est d'accord? Et le film est bien avant. C'est un petit peu de la, du film fiction, un petit peu, Le roman d'une princesse. C'est un film américain, voilà, elle a les yeux bleus, voilà. Voilà. Et puis, les grands westerns, Les Cavaliers de John Ford, bon, là, c'est pour le côté western de la chose, avec évidemment John Wayne, là, qui est ici, et William Holden. Je vais maintenant aborder un certain nombre de grands noms du graphisme de cinéma. Des grands noms, je ne vais pas tous les évoquer, mais ceux qui sont les plus caractéristiques, ceux qui ont laissé le plus de traces ou qui ont eu une activité des plus fertiles, comme par exemple Boris Grinson. Alors Boris Grinson, il fait partie de cette génération d'artistes nés en Russie. Boris Grinson n'est pas son vrai nom, puisque c'est Grinsonovitch, son vrai nom. Il était né en Russie. Alors évidemment, il faisait partie de la Russie blanche et qu'avec la guerre, d'abord la révolution de 1917, tous ces gens-là sont un petit peu chassés du pouvoir. Mais Grinson, par exemple, il a fait ses études dans les meilleures écoles d'art graphique de Moscou. Et quand il arrive en France, quand il a, juste avant la Première Guerre mondiale, quand il arrive, avant la Seconde Guerre mondiale, pardon, quand il arrive en France, il sait dessiner car il a appris, et le cinéma va demander une main-d'œuvre très 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 importante, car il va sortir par semaine pas moins de 5, 6 films, 10 films, où il va falloir de façon très 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 vite faire les affiches pour faire la promotion. Donc on va utiliser une main-d'œuvre quelque part pas chère, déjà, une main-d'œuvre étrangère, qui vont être en particulier tous ces artistes venus de Russie, mais aussi de toute l'Europe de l'Est, chassés pour des raisons différentes. Certains ce seront pendant la guerre. Ils vont tous naître entre 1900... Alors lui, il est né en 1907, mais beaucoup vont naître en 1927 et vont être les principaux qui vont fleurir dans ces années juste après-guerre et vont alimenter ce cinéma-là parce qu'ils font du cinéma, du graphisme en série. Ils savent très vite dessiner et vont être utilisés. C'est une main-d'œuvre. Alors Grinson, il est très connu pour ses aplats de couleurs. Son affiche emblématique, c'est évidemment celle qui sera pour le film le plus emblématique de la nouvelle vague, Les 400 coups de François Truffaut. Ça aurait pu être le film de Godard à bout de souffle. Voilà, on nous montre, mais pas grand-chose sur cette affiche. On sait que c'est Jean-Pierre Léaud, là. Bon, mais qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que l'énigme est entière? C'était la nouvelle vague, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, on ne montre rien, mais on va tout évoquer. Vous savez, vous vous rappelez le fameux passage publicitaire, la bande-annonce, comme on disait, pour À bout de souffle, c'est Belmondo qui est dans la rue, il dit je ne vous dirai rien, c'est un film dans lequel il n'y a rien, mais venez le voir quand même. C'est la bande-annonce. Et sur l'affiche, c'est un petit peu pareil. Là, on ne sait pas. Alors, souvent, évidemment, comme ce sont des affiches en lithographie imprimées, on ne peut pas recoller dessus quelque chose. Donc, on refait un tirage lorsque le film a eu un prix. À Cannes, voilà, il avait eu un prix en 1959. Donc, on refait une affiche en mentionnant Alors voilà, d'autres années. Tout ça, c'est aussi Boris Grinson, avec beaucoup d'aplats, beaucoup de couleurs, mais dans lequel on doit reconnaître les personnages. Chacun reconnaît évidemment Bourvil, même si c'est marqué en haut, avec ces nuances de couleurs. C'est toujours signé ici, regardez, Grinson, car on tient absolument, ça c'est le rôle du CNC, à ce que les artistes soient des vrais artistes, payés, revendiqués, à la différence des grands studios américains. Ou, aux États-Unis, les studios américains, quand on est chez la MGM, on a un contrat de 2 ans, de 3 ans, mais c'est pareil pour les acteurs.
Il y en a qui se sont fait piéger là-dedans. Quand on se disputait ou quand on couchait avec le producteur, qu'après on couchait plus avec le producteur, mais qu'il fallait quand même rester, qu'on était la starlette, parce qu'on avait signé un contrat de 5 ans, c'était un petit peu compliqué parce qu'on signait pour tant de temps. C'est les États-Unis, les grands studios où on signait. Voilà. Là en France, pas du tout. Chacun est un petit peu, alors évidemment, développé beaucoup après avec tout ce qui est la nouvelle vague, car la nouvelle vague, ça va être de nouveaux artistes qui vont apparaître, où tout le monde sera artiste. Même le photographe de plateau va être le propre artiste qui revendiquera. Ce seront des gens comme Costier, comme tout ça. Alors voilà, tout ceci, ce sont les films de Grinson, avec beaucoup de couleurs, de la couleur qui attire, où on nous montre, bah là, forcément, hein, c'est un film américain, il faut le vendre. Sur l'affiche, doit être tout dit. C'est un film en Technicolor. C'est important de savoir que le film était déjà en couleur ou pas, surtout dans les années 50, où il y avait encore des films en couleur, jusqu'aux années 60, et des films en noir et blanc. Un film d'aventure, dorénavant, ne peut plus être en noir et blanc. Donc c'est un atout. Et on le met sur l'affiche. D'ailleurs, on voit, là, il n'y a pas grand-chose. Les stars ne sont pas des grandes stars. Elles ne sont pas en haut de l'affiche. Ce qui est en haut de l'affiche, c'est le studio, la Columbia. Comme ici, la Columbia aussi. Autre film pas très connu, mais George Sanders aux États-Unis, Stewart Granger était beaucoup plus connu. Le crime était signé, on voit là, on a une affaire un peu trouble. Il y a un homme, il y a une ombre, on ne sait pas trop qui il est, et surtout, il y a déjà les vampes qui arrivent, elles sont là. Les vampes du cinéma. Il y a toujours la brune, la blonde d'un côté. Ça va être une histoire à l'américaine. Voilà ce que montre le film. La Dame de Shanghai, grand film d'Orson Welles, dont on voit qu'il est d'abord l'acteur et qu'on voit qu'il est réalisateur, que c'est même pas marqué qu'il est réalisateur. Mais là, alors là, c'est la star absolue. Rita Hayworth crève littéralement, non pas l'écran, mais crève l'affiche. C'est l'affiche française de La Dame de Shanghai. Pareil pour Rebecca d'Hitchcock. Alors, tout le paragraphe qui va sauter, ça va être le paragraphe sur Hitchcock, car je suis très bavard et tout ça, mais là, on en a quelques petites. Chacun sait que ceux qui ont vu le film, c'est ce couple-là qui doit vivre le grand amour et où il y a un retour du passé symbolisé par cette femme dont le prénom est Rebecca. C'est un roman de Daphné du Maurier. Ça, c'est typiquement français, où l'on note la source, surtout quand c'est une source littéraire. C'est aussi important, quand on puise dans le registre littéraire, de montrer que c'est une œuvre de Georges Simenon, Aux États-Unis, on s'en moquera. Voilà pourquoi il y a beaucoup, d'ailleurs, pas de plagiat, mais il y a beaucoup de procès après. Ah, mais ça, c'est une histoire qui est connue, c'est tiré d'un roman. Voilà. Alors, de plus en plus maintenant, les États-Unis font ce genre de choses. Mais quand c'est acheté par les studios, alors là, on nous le montre. Alors, et donc, il y a ce personnage-là, ces deux personnages, c'est intriguant, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, il y a le personnage principal, tout est dans cette affiche. Une autre affiche en long, qui nous montre, c'est toujours de Grinson, hein, qui nous montre les stars absolues du moment, qui sont ici Michel Morgan et Gérard Philippe, dans le film d'Yves Allégret, où on nous raconte un petit peu le film. C'est avant tout une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire d'aventure. Il y a de la couleur. En gros, venez le voir. On arrive même à faire, à partir de ce qui est à peu près une ombre, une espèce de palmier pour nous montrer l'exotisme un petit peu de ce film. Certes, le palmier, il est là. On sait, ça se passe au Mexique. Hein, mais bon, voilà, il y a toute l'atmosphère. Et évidemment, comme Michel Morgan est les plus beaux yeux du cinéma français, on ressouligne avec du bleu que l'on remet à Gérard Philippe, qui lui n'a pas les yeux bleus. Vous voyez, d'accord? Donc ça, c'est l'affiche. Grinson sera aussi, évidemment, tous ces films. Alors, il faut savoir qu'en France, les films américains seront décalés dans leur sortie. D'abord, on sort les films français. C'est ce qu'on appelle la chronologie. Alors maintenant, c'est la chronologie des médias pour d'autres raisons, mais il y a d'abord les films, ils sortaient avec quelques mois de différence par rapport aux États-Unis. Mais il fallait à chaque fois faire des affiches. Regardez ce que Grinson arrivait à faire d'angoissant sur un de ses films de Frankenstein, car il sera avec les studios de la Hammer. Évidemment,
c'est lui qui récupérera, car il a quand même une carrière assez grande. Né en 1907, il a déjà 40 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et il a tous ces grands films. Alors, il faut savoir quand même que Grinson va faire ses premiers pas pour les films de la Metro-Goldwyn-Mayer, qui est ici, et c'est lui qui va faire toutes les affiches. Et il se mettra un petit peu de côté, il va être un petit peu, en gros, maqué avec tous les grands studios américains de ces années-là. Voilà pourquoi il va faire toutes ces grandes affiches, dont évidemment l'histoire de Scarlett O'Hara, 1939, Autant en emporte le vent, ou ce film, Le facteur sonne toujours deux fois, qui avait causé scandale à cause, déjà, à l'époque, à cause de ses tenues légères. Rappelez-vous, Dalida, le bikini, on est dans les mêmes années. Hein. Voilà. Le Magicien d'Oz, c'est aussi lui, Grinson, qui fait l'affiche française. Alors, pourquoi ce côté très enfant? Tout simplement pour montrer que c'est un film aussi pour les grands enfants. Pour montrer, chacun connaît le Magicien d'Oz, on est dans des mondes un peu fantastiques ailleurs, et ben, c'est adressé aux enfants. C'est le monde des enfants. Et on ne donne pas l'âge des enfants, comme pour Tintin, de 7 à 77 ans. Pareil, on nous montre ceci. Alors, là, montre un petit peu l'espionne Fräulein Doktor. Ce sont, pour relancer le cinéma allemand après la Seconde Guerre mondiale, il y avait ces films qui étaient tournés soit avec un réalisateur allemand en France, et après il y avait les doublages, et pour permettre à ce qu'il y ait un cinéma vaguement, vraiment vaguement, allemand dans ces années-là. C'est-à-dire que, mais c'était toujours des choses. Regardez, hein, l'histoire, ça n'a pas l'air d'être drôle. Hein. Il doit y avoir une histoire de bon. À quel prix doit-elle sourire, forcément? Et puis, forcément, il y a un petit peu, on croit voir le maréchal Pétain, ou voilà, il y a un côté très. Alors que c'est un film de la Metro-Goldwyn-Mayer, d'accord, dont le studio va aider. Je vous rappelle qu'il y a quand même une grande société allemande qui continuera la UFA, qui continuera à faire des films français pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est le retour de La Bergère à la Bergère. Ce sont les Américains qui vont venir financer le cinéma allemand. Voilà. Alors évidemment, les films Paramount, on nous le dit toujours, ça c'est l'ère des grands studios. C'est un film Paramount, on nous le dit tout le temps. Paramount, c'est depuis la société est à vendre, hein, si vous voulez l'acheter d'ailleurs, c'est quelques millions de dollars à la société Paramount est en vente. Et là, on nous montre, on ne pourrait plus faire ça. Il y a un petit nègre, c'est plus possible, on ne peut plus montrer. C'est l'affaire Banania. Hop. Encore un film d'Hitchcock, sur la Côte d'Azur, un insaisissable cambrioleur se joue de la police. C'est l'affiche française. Les autres affiches dans les autres pays ne sont pas du tout la même. Mais quand on montre un film français qui est tourné sur la Côte d'Azur, on est obligé de montrer la Côte d'Azur. D'accord? Alors il y a Cary Grant, Grace Kelly, Charles Vanel, qui est la grande star du cinéma français. Alors certes du muet pendant très longtemps, mais aussi il réalisera un seul film ici dans la région de Lyon. Mais il va être le grand acteur, le Lino Ventura des années qui suivront, le Montant des années encore après, et ainsi de suite. Donc là, c'est aussi un film Paramount. Un film Paramount. Alors, évidemment, c'est les idoles, les yéyés, Presley, que l'on montre. Alors ça, c'est aussi une affiche de Grinson, où on montre, on apporte toute la culture américaine que l'on montre par l'affiche, qui sont des véritables œuvres d'art, qui sont très recherchées pour les fans d'Elvis, pour les fans du Mexique, pour les fans pour les fans de femmes pas très bien habillées, pour ceux qui aiment le bleu, pour ceux qui aiment. Il y a l'affiche de cinéma est très. Alors évidemment, il y a les grands studios qui financent les grands auteurs. La Paramount, toujours elle, va lancer ses vedettes phares, comme Jerry Lewis, le grand clown d'Hollywood, celui qui va succéder à ceux qui n'ont pas vraiment franchi le temps du muet, les Chaplin, les Buster Keaton, les Harold Lloyd. Ça va devenir Jerry Lewis. Et c'est tous des films Paramount. Il est
plus débile que jamais sur chaque film. C'est pas grave, c'est le clown de l'époque. Regardez, hop là, voilà, même dans les titres. Et ce sont toujours des films Paramount. Des films Paramount qui vont, et voilà, Jeffrey Souveau-de-l'Or. Alors là, on commence à voir, on est à la fin des années 60, on commence à voir cette technique de l'aplat ici, c'est-à-dire du dessin, mais aussi de l'incrustation de photos. C'est parce qu'avec la technique, on va passer de plus en plus de l'héliogravure à le procédé offset, qui va permettre d'intégrer. Alors voilà, toujours, ça c'est un clin d'œil au Japon, mais aussi toujours les films Paramount autour de ces grands westerns. Évidemment, la Paramount, symbolisée par ces grands espaces américains, se doivent de nous montrer les westerns, de nous montrer, c'est toujours des films Paramount. La Californie, Terre Promise, toujours pareil. Je vais avancer un peu plus vite. Voilà. On nous montre aussi l'Amérique dans ce qu'elle a de moins beau, la prohibition, avec des gens évidemment qui n'ont pas de visage. C'est toujours Grinson. Là, on est un tout petit peu plus tard. Là, on est entre les deux. C'est des films de Roger Corman, qui sera un des premiers cinéastes, pas vraiment dans le droit chemin, qui donnera dans les années 70 ce qu'on va appeler le nouvel Hollywood. C'est-à-dire tous ces gens qui vont s'appeler Spielberg, Scorsese, tous ces gens-là qui vont... Et Corman est un de ces premiers. On va montrer ce qu'on ne doit pas montrer. Car je vous le rappelle que si c'est l'Inde qui est le premier producteur au monde de films, l'Inde, mais c'est pour un marché interne. C'est-à-dire qu'on fait des films qui ne seront jamais montrés ailleurs qu'en Inde. Et chaque année, c'est plus de 4000 films qui sont produits en Inde. Toujours pareil. Ils ne sont pas exportés. On ne les connaît pas. Toujours. Par contre, Hollywood, c'est la machine à faire de l'argent, du cash, et c'est le contraire. On va faire que des films qui seront exportables. Donc on montre une Amérique, une belle Amérique, avec des grands westerns, avec des belles filles, avec des grands héros, des gens aux yeux bleus. Et dans certaines années, on va commencer à démontrer une Amérique un petit peu différente, une Amérique moins belle qu'on veut le montrer, comme ça va être le cas avec Roger Corman et ce qui suivra. Donc ça, c'est toujours Grinson. Et puis, la 20th Century Fox, avec l'arrivée de tous ces films, un petit peu d'horreur. Voilà, je vais passer. Là, évidemment, la star absolue, c'est un autre studio, la 20th Century Fox, d'accord, qui est ici, avec chacun aura sa star. La 20th Century Fox, ce sera évidemment Marilyn, à tel point que le personnage qui est ici est inexistant. Même si c'est Joseph Cotten, qui est la grande star masculine. Mais la blonde va tout effacer. Regardez, l'autre affiche, c'est l'affiche anglaise, toujours, on nous montre, c'est Marilyn. Il faut vendre Marilyn. On vend du Marilyn. Et la star Marilyn va être aussi façonnée par toute cette politique de communication. Regardez ici, toujours la 20th Century Fox, c'est Jean Tierney, c'est la Marilyn 10 ans avant, c'est la Marilyn des années 40. Alors des films très stylisés, c'est toujours de Grinson ici, avec, regardez, ce très graphique, où on nous montre, c'est un policier, et c'est l'entretien du polar. Le flic, dorénavant, va être toujours avec un chapeau mou, un doulos, comme Melville va l'appeler. Il va forcément être avec une belle cravate, un costume. On verra qu'après, ce ne sera plus le cas, beaucoup plus tard. Carrefour de la Mort qui va être stylisé ici. On voit que c'est en ville. On nous montre une ville qui pourrait être New York, mais aussi San Francisco, mais aussi n'importe quelle autre ville. D'accord ? Pareil, quelques années plus tard, avec l'étrangleur de Boston, on est toujours avec ce même Grinson ici, qui va faire des affiches. Il ira aussi avec les studios américains de la Hammer, qui vont montrer la science-fiction. Vous savez que la science-fiction a été inventée pour montrer que le monde devait être en guerre, car il y avait des Russes qui lançaient des fusées de partout. On allait être attaqué. La science-fiction a, entre autres, les soucoupes volantes.
ça venait forcément de l'Est. C'était les Russes, forcément. Bon, les Russes débarqueront en 63 à Cuba, c'était pas des soucoupes volantes. En tout cas, voilà, on a aussi le grand western, Grinson. Alors voici ça, c'est différentes sur la couleur, différentes tonalités avec les mêmes car quand on rééditait pour avoir l'attrait de la nouveauté, car il y a des films qui marchaient tellement longtemps, qui étaient en plusieurs semaines à l'affiche, que il fallait les relancer, la publicité. Ah tiens, il y a encore un nouveau film alors que c'était le même, parce que l'affiche était différente. Elle était d'abord rouge, et après elle était bleue, alors que c'est la même. Tout ça. Et puis évidemment, voici donc les grands studios. C'est toujours aussi à lui que revient Grinson, Boris Grinson. Comme il connaissait très bien les studios, pour avoir travaillé un petit peu à la MGM, à la Paramount aussi. Il travaillait à la délégation parisienne de la Paramount et de la MGM. Et comme il était graphiste, il récupérait tous les marchés. Voilà comment il a récupéré tous les marchés de cette nouvelle star qui vient plutôt de l'autre côté de la Manche. Évidemment, c'est James Bond 007, dont il fera presque toutes les affiches. Voici celle avec le Dr No, et ainsi de suite. Les belles affiches de Boris Grinson qui sont ici là. Et puis, toujours, d'autres studios, United Artists, avec cette grande comédie de Billy Wilder, avec les stars, Marilyn au centre, Tony Curtis, Jack Lemmon. C'était évidemment certains Lem Show, avec différentes affiches, parce que pour relancer, car c'est un film qui a eu l'un des plus grands succès en salle dans ces années-là, on nous montrait une Amérique drôle, on nous montrait une icône, et puis surtout, on parlait d'un sujet qui jusqu'à présent, alors le film était traité sous le ton de la comédie, tout va bien, mais il faudra attendre Tootsie, avec Dustin Hoffman en 1984, pour qu'on voit de nouveau un personnage de travesti. Là, c'est parce qu'ils étaient grotesques, et que, voilà. Mais il faudra attendre pour aborder ces sujets-là. Alors, je vais passer sur Frankenstein, c'est un petit peu pareil. Ici, une belle affiche d'un autre studio américain, la RKO, qui était le studio dans lequel tournera tout Orson Welles. Rappelez-vous, tous ceux qui ont vu Citizen Kane, ça commence par la RKO avec le fameux phare, enfin pas le phare, le truc d'émission, le pylône électrique de phare. Et c'est la RKO qui était le distributeur de ce film de Jacques Tourneur, qui était un Français qui a émigré aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et regardez comment on nous montre ce personnage dont on ne sait rien, sauf qu'il est entravé par une femme avec une belle robe, qui a une affaire de... On ne sait même pas si c'est un western, on ne sait pas. Tout est dans l'intrigue. Soit on montre rien, pour laisser suggérer, soit on montre tout, afin de vérifier que ce soit bien dans le film. Bon, il y aura évidemment toujours la RKO, qui va recycler sa star des Jeux Olympiques de 1936, Johnny Weissmuller, à qui le studio va fabriquer de toutes pièces un personnage qui sait très bien nager. Johnny Weissmuller était avant tout un champion olympique, et on va créer un autre mythe, le mythe de l'homme sauvage, au moment où les États-Unis se développent de tous côtés, pour montrer que les États-Unis, c'est aussi de la tradition, du terroir. Bon, là, je passerai peut-être sur cette affiche de Peter Sellers. Voilà. On a aussi, pour de Grinson, eh bien, ce côté tragique, chacun le voit, c'est l'un des premiers films de Luchino Visconti. Quand on est italien à la sortie de la guerre, on n'a pas que des choses drôles, toujours drôles à évoquer. La comédie italienne n'arrivera que dans les années 60. Ici, on est en 49. Le titre, déjà, Les Amants diaboliques. Bon, la femme vraiment soumise, dont on voit qu'on a accentué le trait. Une femme en Italie qui se maquille en 49, c'est pas possible. Elle est bien maquillée, elle a du vernis aux ongles, pardon, c'est pas possible. Et on voit que ce sont les films Marceau, une société française qui va produire un film italien. Donc, bon, c'est aussi Grinson qui s'occupe de faire la promotion de tous ces films-là. Et puis, ce genre de film autour des femmes, on ne peut plus le faire maintenant.
hein. Les femmes collantes, ce n'est plus possible. Surtout, regardez ce personnage de femme un peu voilà. Hein, c'est Marguerite Moreno, bien sûr, vous l'aurez reconnu. Avec les femmes collantes, c'est plus possible. Et les femmes sont folles, encore moins possible. C'est voilà, elles sont folles parce qu'elles sont amoureuses. Ça ne peut pas possible. Elles sont passibles d'être enfermées. Autre grand graphiste, Guy Gérard Noël. Guy Gérard Noël, grand graphiste de ces mêmes années, qui lui va naître en 1912, mais qui va être surtout très 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 actif dans les années 40 et 60. Dans les années 40 et 60, pour lui, ça va être des grandes illustrations monochromes autour on va styliser, plutôt que de vraiment montrer, la traversée de Paris. Quand il y a un titre comme ça, on n'a pas besoin de montrer une tour Eiffel. C'est écrit dans le titre. Par contre, on montre une ville qui peut être, oui, qui sera forcément Paris, puisque ça va être la traversée de Paris. Et avec des aplats de couleurs pour bien démontrer soit un monde, soit un personnage, soit un décor différent. Regardez la ville, elle est noire. Ça tombe bien, chacun sait que le film se passe la plupart du temps la nuit, puisque c'est le trafic de nourriture la nuit pendant la Seconde Guerre mondiale dans Paris. Alors on voit une ville noire, alors que eux, plus on descend, plus c'est clair, et le sol est clair devant. Ça, c'est aussi Guy Gérard Noël, qui est le grand... Regardez les aplats de couleurs, là, pour nous montrer Alors évidemment, ce sont les films de la Hammer, les films de vampires, pour nous montrer que dans cette nuit bleue, la nuit bleue, un bleu profond, il se passe des choses où les gens virent un petit peu de couleur. C'est la technique de Guy Gérard Noël. On a aussi le cauchemar de Dracula. Le cauchemar de Dracula avec ses aplats de bleu. Ça, c'est Guy Gérard Noël qui multipliera souvent pas trop les couleurs. C'est aussi lui qui va faire, dans un autre style, le fantomas, mais cette fois-ci, pas celui de Louis Feuillade, mais bien celui d'André Hunebelle dans les années 60, avec la star absolue qui était Fernandel. C'est aussi Louis de Funès, pardon, Louis de Funès. C'est aussi lui, Guy Gérard Noël, dont il y a sa signature ici. Alors, il s'appelait Guy Carré, mais il trouvait que quand on signait, c'était pas assez long, donc on ne voyait pas assez. Donc, il a pris ses deux prénoms, Guy Gérard, et comme il est né le 25 décembre, je vous laisse à deviner pourquoi il s'appelle Noël. Et qu'il disait toujours que quand il mettait son nom comme ça faisait un petit peu des espèces de guirlandes, ça illustrait un petit peu. Bon, il se trouve que là, elle a été mise de ce côté-ci, c'était beaucoup plus long, beaucoup plus visible. Donc voici un film de Donald Siegel, Don Siegel, celui qui lancera la carrière de Clint Eastwood. On voit encore des aplats de couleurs, la ville est stylisée, toujours derrière. On voit que c'est une ville américaine, il n'y a que des buildings comme ça. C'est très stylisé et priorité à l'action. L'action, l'action. Là, c'est pareil. Il y a toujours un objet ou une action. Là, c'est Lee Marvin, d'accord, avec un petit jeune qui s'appelle John Cassavetes, qui plus tard deviendra cinéaste, mais qui pour le moment n'est qu'acteur ici, et un autre petit jeune aussi, Ronald Reagan, qui lui aura une autre carrière que celle d'acteur. Et on nous montre que c'est en couleur et que c'est un film universal. C'est à bout portant, The Killers, avec ses aplats de couleurs caractéristiques de Guy Gérard Noël. Alors là, Guy Gérard Noël, toujours pareil, le bleu. Alors là, il y a de l'intrigue, Le Rouge et le Noir, un film de Claude Autant-Lara, avec Daniel Darieux et Gérard Philippe de l'autre côté, qui sont en premier plan. C'est le type même de l'affiche où on nous montre les stars sur le devant. Autre personnage, Jean Massy, Gianfranco Massy, on le voit, issu de l'Italie, né en Italie, d'ailleurs en 1926, lui, il est l'un des plus prolifiques de affichistes. Il en fera pas plus de 1500 dans toute sa carrière. Il y a mieux ou pire. Jean Massy, et il sera surtout rendu célèbre par ses affiches très, très denses des films de Sergio Leone, que j'avais évoqué jusqu'avant,
où ben, on comprend tout. Bon, évidemment, quand on s'appelle le bon, la brute et le truand, il faut qu'il y ait un bon, une brute et un truand sur l'affiche. Mais tout est là, c'est très fourni. Toujours avec la prédominance de la couleur. Voilà une autre affiche de Massy quand le film ressort. Pareil, un autre film de Léon, il fera de toute façon tous les films de Léon. Ça, c'est Jean Massy, dont la signature sera ici, Jean Massy. La poignée de dollars aussi, c'est pareil, le même principe, des aplats de couleurs. Il était une fois dans l'Ouest, c'est aussi. On est quelques années plus tard, donc on oublie la couleur pour nous montrer l'intégration des photos. On passe de plus en plus au procédé offset plutôt que la lithographie. Et puis évidemment, un autre style complètement, pour quelques années plus tard, puisqu'il y a 20 années de différence entre Il était une fois en Amérique et les premiers films de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique, c'est aussi de Jean Massy. C'est aussi lui qui valorisera l'un des héros français en le montrant, quand on est bébelle, on peut tout faire. On peut sauter sur un métro en marche, on peut sauter d'un hélicoptère, mais on peut aussi se mettre avec un caleçon à poids, pourquoi pas, je m'appelle Belmondo, et je le montre, et c'est Jean Massy, là, qui va tout oser. Il va tout oser, et évidemment, payé par les studios, c'est ce qu'on veut montrer. On montre que Belmondo, il est là, mais c'est un gentleman, aux chaussettes bleues. Le voici aussi, toujours Jean Massy, qui va façonner la carrière de Belmondo, où dorénavant, on n'a plus besoin de montrer l'action, puisqu'on sait que quand on voit Belmondo, avec un flingue, il y a de l'action, forcément. On ne montre rien d'autre. De toute façon, c'est le professionnel. Donc, on n'a rien besoin de montrer d'autre. Massy va aussi s'occuper, étant d'origine italienne, c'est beaucoup lui qui va faire la promotion de tous les films italiens en France. Car, je vous l'ai dit, le cinéma italien était sinistré, il n'était pas non plus complètement à néant. Un certain Federico Fellini va rester en Italie pour tourner, Visconti plus tard, et tant d'autres, mais Fellini va rester là. Et c'est Massy, justement, qui va s'occuper de faire la promotion des films italiens, car il va sentir l'essence même de l'Italie, de ce qu'il faut montrer dans l'art italien. D'accord ? Donc voilà, Giulietta Massima, qui était la femme de Fellini, qu'on va montrer. Et bah voilà, la femme, elle s'amuse, pendant que lui, il n'a pas l'air d'être un peu... Bon, c'est une prostituée dans l'histoire, forcément. Mais pour nous montrer, cet homme, il n'a pas l'air d'être vraiment quand même... en plus, c'est un Français. C'est un Français, hein, c'est François Perrier. Il n'a pas l'air très joyeux. Alors que finalement, on peut être une femme, qui plus est la femme du cinéaste, qu'on nous montre en joie et tout va bien, avec des petites soquettes blanches et un boa. Pareil, Pas amour et jalousie, Vittorio De Sica, autre italien. Toujours pareil, Jean Massy qui va. Alors là, on nous montre la belle brune, d'accord, Gina Lollobrigida, qui va non seulement envoûter les hommes, mais jouer avec. Regardez, elle jongle avec les hommes. C'est l'Italie d'après-guerre. Il va bien sentir ça, Massy. Il le sait, il est d'origine italienne. Massy va beaucoup évoluer dans sa filmographie aussi. Il fera plus tard les films de Broca, toujours avec beaucoup de lumière, comme L'Africain. Le pont de la rivière Kwai, c'est lui. Et pourtant, ce n'est ni italien, mais il va utiliser un petit peu de tout. Une des scènes clés du film et les trois principaux militaires qui vont jouer dans ce film. C'est évidemment lui qui va, pour la Warner, faire toute la filmographie. Elle n'est pas très abondante puisqu'il n'y a que 5 films d'un géant James Dean, dont la carrière sera très courte puisqu'il va mourir. C'est aussi lui qui va tourner dans les films de Melville, comme ici, Le Duel au soleil de King Vidor, un mélange, et qui va, là c'est un film de Jacques Deray, suivre toute la carrière de Jean-Paul Belmondo. On voit avec ses aplats de couleurs comme ça, c'est caractéristique de Jean Massy. Autre personnage, celui-là, un Américain, il en faut bien de temps en temps, un Américain issu d'Amérique centrale, mais qui naît à New York en 1920, c'est évidemment Saul Bass, le grand graphiste américain,
Si je vous montre ça, c'est le graphisme absolu de ces films américains. Lui, il va révolutionner l'affiche. Il est américain, il naît donc en 1920 à New York. Il va révolutionner l'affiche, non seulement l'affiche, mais également tout le cinéma. Si vous avez vu la bande-annonce, pas la bande-annonce, le générique de Vertigo, où il y a beaucoup, c'est très 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 graphique, c'est lui qui le fera. La chatte sur un toit brûlant, où on voit une chatte noire qui passe, c'est très graphique, c'est lui. Saul Bass, lui, va prendre un objet ou une scène caractéristique et qui va dupliquer. Il ne va rien montrer du film. Là, franchement, on a l'impression que c'est un film en costume, on a l'impression de voir Scarlett O'Hara peut-être là au milieu, on ne sait pas du tout. Et c'est sueur froide, Vertigo, avec, évidemment quand on a vu le film, on sait, parce que le personnage principal, joué par James Stewart, a des vertiges. Il ne pourra pas monter, récupérer quelqu'un qui doit disparaître. Donc on ne connaît pas. Mais c'est très très graphique. On ne montre plus du tout ce qu'est le film. Il va être spécialiste des films d'Otto Preminger aussi. Autopsie d'un meurtre. Regardez, on ne sait rien. Bon, tout est dans le titre peut-être, Autopsie d'un meurtre. C'est vaguement un personnage coupé en morceaux, on ne sait rien. Le mystère est entier. Il n'y a même pas aucun acteur, rien du tout. C'est Otto Preminger, d'accord ? Le même autre film, Le Cardinal, du même Otto Preminger, très graphique, où il va récupérer quelques éléments graphiques, on ne sait pas trop, avec ce The Cardinal. Carmen Jones, qui sera sa première affiche, toujours pour un film de Otto Preminger. Carmen Jones, qui sera la première grande actrice noire, qui va justement représenter comme une ombre noire, très important. Voilà. C'est la première actrice noire, qu'on montre d'ailleurs pas trop noire. Et bien lui, il va tellement la sublimer qu'il va montrer qu'elle, d'accord, avec Harry Belafonte, autre personnage noir du cinéma américain. Exodus. Est-ce que c'est pas beaucoup mieux d'évoquer des armes, des bras, on ne sait pas ce que c'est, ni rien du tout, plutôt qu'un bateau, car chacun sait que Exodus, c'est le nom du bateau qui va ramener tous ces juifs errants sans les pâtres grecs, ça c'est peut-être de l'humour, tous ces juifs errants sur la terre d'Israël, sur la terre de Palestine, et voilà, c'est un élément très graphique. Ça, c'est l'art de Saul Bass. Pareil, l'homme au bras d'or, on ne comprend pas trop, si ce n'est qu'il y a une main complètement difforme au milieu. Ça, c'est l'art de Saul Bass, avec des traits de couleur. D'accord ? Pareil pour ce film, L'Opération Diabolique. On ne comprend pas tout quand on voit le film après, mais ça intrigue quand même. Ça intrigue. C'est l'affiche. Première victoire, toujours de Tom Preminger. Alors, on ose imaginer que c'est un film américain. Il y a une étoile. C'est Preminger. Saint-Jean, un film sur Jeanne d'Arc. Pareil, regardez le graphisme qui était dans le coin là-haut, où on ne comprend pas trop, sauf quand c'est à côté de ce bûcher. Saint-Jean, avec des éléments très graphiques. Mais surtout, alors là, on a Tempête à Washington, toujours du même Saul Bass, mais surtout, c'est lui qui va inventer le concept de West Side Story, oui et non. J'aurais pas dû vous montrer d'abord celle-là, parce que ça, c'est la fiche japonaise qui reprend des éléments qui vont être faits par Saul Bass avec ses personnages dansants, Georges Chakiris, en l'occurrence, et regardez, ces personnages-là, qui n'y sont pas encore sur la première affiche, qui est l'affiche préventive. Qu'est-ce qu'une affiche préventive ? C'est une affiche qui est longtemps avant, qui ne dévoile rien du film, qui va dire bientôt sur vos écrans. Ça, c'est l'affiche préventive de West Side Story. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce que c'est, ça. Et regardez, cette affiche préventive va être déclinée ensuite par ces petits escaliers. Chacun sait combien dans West Side Story les escaliers sont importants. C'est là où se retrouvent Maria et Tony, dans ces escaliers-là, qui sont le passage entre les deux mondes,
des Montaigu et des Capulet, parce que c'est quand même l'histoire de Roméo et Juliette, de ces deux mondes-là dans ces escaliers. Et Saul Bass va décliner tout ceci. Hop, voici l'affiche, déclinée avec ces deux personnages libres dans ces escaliers. Alors, les escaliers sont plutôt des personnages. Regardez, voici l'affiche britannique. Hop, on a le petit escalier qui est ici. D'accord? Regardez la grande affiche américaine. L'escalier est là aussi. Et les personnages, on les revoit là. D'accord? Alors, c'est très touffu. Voici l'affiche française. Et les petits personnages avec l'escalier ici. Toujours pareil. Autre affiche, c'est l'affiche, une autre affiche française, toujours avec ces personnages dansant. Et la fameuse affiche américaine, où il va décliner ces personnages dont le noir n'est plus là, autour, mais le noir, il est monté, évidemment, chacun sait que l'issue est tragique pour ces personnages-là. L'affiche espagnole, la película de los Oscar, voilà, et on a toujours ces personnages-là. À partir d'éléments de graphisme, on va toujours reconnaître que c'est le film. Et quand on va ressortir le film, on ne ressortira que le logo de Saul Bass de l'époque. Ça va évoquer à tout le monde. Ça, c'est l'art de l'affiche. Et puis, regardez, autre affiche japonaise lors d'une ressortie, on a toujours le petit logo ici de... Voilà. Je regarde quand même le temps, ça va à peu près. Oui, j'ai 1h15. Autre grand personnage, je ne ferai pas tout, mais on s'arrêtera, tant pis. J'ai été très gourmand, je suis comme ça. Léo Cooper. Tout le monde connaît Léo Cooper. Alors, Léo Cooper, alors ici, il a eu une grande exposition. Alors, lui aussi, alors bien qu'étant né à Paris, il s'appelle Léo Samy Kupferberg. Et évidemment, il naît en 1926, comme un peu tous les autres. Le grand Léo Cooper, on le connaît surtout pour des publicités, un petit peu comme Savignac. À l'époque, rappelez-vous de Savignac, qui dessinait le savon de Marseille, et ainsi de suite. Ils sont de la même école, même année, même école, Savignac. Et il va commencer par faire des publicités. Regardez, il y a son nom ici, Léo Cooper. Hop, il commence par faire des publicités du quotidien. Casse-grain, les chaos Falières. Ah, plus possible de nos jours. Les films rapides ACFA, tellement rapides que la photo, elle sort de l'objectif, à la vitesse d'un train. Et c'est lui qui aura le Grand Prix en 1974, le premier Grand Prix pour une affiche, pour Emmanuel, qui évoque tout, qui évoque une pomme, le fruit défendu, qui est justement un fruit défendu, avec le serpent, et c'est une pomme granit, car elle est très verte, et c'est l'affiche de Léo Cooper. Mais attention, c'est pas avec ça qu'il va être connu. C'est pas avec ça qu'il va faire... Il sera reconnu et reconnu avec cette affiche-là, mais c'est surtout lui qui... Alors là, c'est toujours... il va être quand même... il va être dans tous ces films un petit peu, qu'on appellera des films un peu crapuleux à l'époque. C'est la grande ouverture dans ces années 70, 60, 70. Donc, on ne va plus ne pas oser montrer ce genre de film. Le Renard jaune, je vais passer un petit peu. C'est surtout lui qui réhabilitera aux yeux de tout le monde le grand Chaplin. En 1954, les artistes associés, il n'y a pas le logo, mais là, les artistes associés sont ceux qui détiennent les droits des films de Chaplin, vont vouloir remettre au goût du jour. Donc il va falloir refaire une publicité autour. Et c'est lui, Léo Cooper, qui va, dans un monde un peu graphique, très enfantin, on croirait des livres pour enfants, qui va réhabiliter ces affiches qui datent pourtant des années 50, 60, 70 et qui valent des fortunes parce qu'elles expriment tout. Ce ne sont pas les affiches d'origine. Le Dictateur, il sort en 1940. Là, en 1900, c'est la ressortie en 1954. Comme les films continuent. Léo Cooper, qui est ici, il va toujours montrer Chaplin. C'est aussi le Kid. C'est lui aussi, avec ses aplats. Léo Cooper. Le voilà encore. Les Lumières de la ville.
où avec des petits carrés comme ça, on montre une ville et la lumière. D'accord? La ruée vers l'or, caractéristique. Les temps modernes, où on va commencer à voir de la photographie sur le dessin. Passage à l'offset, de la lithographie à l'offset. Temps moderne aussi. Alors là, c'est un autre graphiste qui s'appelle Hurel, Clément Hurel, qui lui est un affichiste de la même génération, qui lui va effectuer vraiment le passage, on le voit ici, entre le graphisme et ce qui va être la photo. Avec cette affiche emblématique d'À bout de souffle, regardez, il fera plusieurs affiches. Celle-ci sera considérée comme pas assez moderne pour l'époque, car trop graphique. Il en refera une. Et celle-ci nous paraît terriblement ringarde de nos jours. Alors qu'à l'époque, avec du noir, les personnages directement, c'est eux qui sortent de l'écran et pas stylisés, c'est de la photo. On arrive à intégrer avec l'héliogravure, avec le procédé offset d'impression, on arrive à intégrer, ben voilà. Et c'est les grands, alors évidemment, il variera beaucoup, parce que là, il sera encore dans une période, on va lui redemander de faire des choses plus amusantes, parce qu'il aura un très grand prisme, c'est Hurel, très grand prisme, c'est lui qui fera ce genre de film, n'hésitant pas à faire croire que Jean Gabin avait une maladie du foie, mais c'est ainsi, il a, avec des aplats. Il reviendra sur la notion d'aplat, tout comme ce criminel qui lui est un petit peu vert. Tout comme il va entrer dans les faits de société, c'est un film de Jean-Luc Godard, Le Petit Soldat, dont on montre très peu de choses, si ce n'est un truand avec un drapeau, bleu, blanc, rouge. Toute l'énigme est ici. Le témoin sur la ville pour montrer un Ventura vidé, lascif. C'est le début du mythe du Ventura policier, celui de garde à vue plus tard. Et puis l'une des stars qui n'est plus en France, Marilyn Monroe, mais bien évidemment Bébé, dans un film pas le plus connu de tous, mais sur lequel on va regarder, c'est quand même une toile d'araignée. Je suis l'araignée qui va t'attirer dans mon filet, mais c'est Bardot. Donc c'est lui aussi, Hurel, qui va faire ça. La fin de sa carrière sera beaucoup plus moche, on va dire, avec ce film L'été meurtrier dans les années 80, qu'il va décliner. Voilà. Alors j'oserais quand même évoquer, si on me le permet un petit peu, évoquer la grande carrière de René Ferracci quand même, le plus grand de tous, celui qui fera plus de 4000, vous vous rendez compte, 4000 affiches, couvrant les années 50 jusqu'aux années 80. Son premier, donc là ici, Ferracci, René Ferracci, sera Le Salaire de l'apport. Son premier. Et il sera surtout connu par ses affiches alors c'est un des films de Buñuel, mais c'est par ses affiches provocantes. On est déjà dans les années 70. Le phénomène Emmanuel est passé, le phénomène Gorge profonde est passé. On a tout un renouveau et on peut montrer ce genre de choses. On peut non seulement le montrer, mais on peut insister. Le Fantôme de la Liberté, autre film de Louise Buñuel qui passe, je dirais, comme une lettre à la poste. C'est Le Fantôme de la Liberté. Ça passe. Avec, qu'est-ce qu'on montre? Une statue de la liberté bien flagada. Avec, voilà. Et on continue on persiste. Cet obscur objet de désir. Évidemment, hein, c'est Buñuel c'est le charme discret de la bourgeoisie. Mais Buñuel, c'est aussi Belle de jour. On montre une femme nue, même si c'est une icône en naissance. C'est Catherine Deneuve. Tristana, toujours lui. Et puis, des niaiseries du cinéma français, comme il y en a beaucoup, mais on lui demande quand même de faire ce genre de choses. Cours après moi que je te rattrape, avec des grandes stars. Annie Girardot est au sommet de sa gloire dans ces années-là. C'est l'actrice préférée des Français, mais on lui demande de faire ça. Les fameuses galettes de Bontaven, évidemment, où on ose, maintenant c'est plus faisable. Et puis, on va regarder, c'est l'éternel passage de la photo. Ça en devient moche, mais à l'époque, c'était très moderne. Une photo au milieu, alors évidemment, là, c'est De Funès, Oscar, du graphisme, de la photo,
Le coup du parapluie, toutes les stars vont passer. On va avoir donc De Funès ici. Dans les années 70, la grande star qui fait le clown, ça va être Pierre Richard, avec Le coup du parapluie. Avec Je suis timide mais je me soigne. C'est aussi Ferracci. Le jouet, c'est aussi et encore Ferracci. La grande lessive, car là où Massi va abandonner tout le cinéma italien, c'est Ferracci, lui aussi d'origine italienne, mais n'ayant pas vécu en Italie, va aussi récupérer tous les films français. Évidemment, pas n'importe lesquels. Enfin, les films français, c'est évidemment Jean-Pierre Mocky, un petit peu le cinéaste révolutionnaire. Pareil, les films Les Oiseaux, L'éléphant ça trompait énormément, la fameuse affiche, c'est lui, décliné sous toutes les formes. La récupération des western spaghetti, c'est lui. On n'avait peur de rien à l'époque. Les grands classiques de la comédie, c'est lui aussi, avec un Gérard Depardieu méconnaissable. C'est lui qui va s'occuper, qui n'aura pas peur d'attaquer tous les faits de société. Et Dieu sait si dans les années 70, il y en a beaucoup, surtout avec un certain André Cayatte, que ceux qui fréquentent le Festival Lumière connaissent bien parce qu'il y a eu un grand cycle. C'est cet ancien juge d'instruction qui deviendra lui-même cinéaste et qui montrera tout l'envers du décor en matière, c'est lui qui tournera Verdict à Lyon, l'envers du décor en matière de justice. Comme ici, où on n'hésite pas d'éclabousser Annie Girardot, mais aussi le sucre qui montre ceux qui accumulent de l'argent et de la richesse. C'est lui qui fera ça. Les assassins de l'ordre, tout ça, c'est les faits de société. C'est Ferracci qui s'en occupe. Mourir d'aimer, le fameux grand film. C'est à lui qu'on va confier ça. Car lui n'avait pas peur, il n'avait peur de rien. Quand on montre des fesses ou des seins ou autres, on peut montrer les films qui vont être polémiques. Vous savez, c'est la fameuse polémique une robe pour un tueur, toujours pareil, dans ces mêmes thèmes. L'exercice du pouvoir. Regardez, la Marianne qui est bien malmenée, où là c'est beaucoup très graphique. Raison d'État, toujours un film d'André Cayatte. C'est aussi Ferracci qui va s'en occuper. On montre aussi l'époque psy. On va tous chez les psys quand on est dans les années 70, surtout quand voilà, ça on a déjà le sucre. C'est aussi lui, Ferracci, à qui on va confier. Alors non seulement il va avoir une option d'idées, les idées, mais c'est lui les grands genres. C'est lui qui va faire beaucoup des films de la nouvelle vague, dont celle de François Truffaut. Baiser volé, qui va être décliné, L'homme et la femme. L'amour en fuite, c'est aussi lui. Autre film de Truffaut. Le dernier métro, toujours lui. La femme d'à côté, autre film. La mariée était en noir. Ferracci toujours, avec une Jeanne Moreau méconnaissable, dans le film qui va tuer tous ceux. La sirène du Mississippi, toujours de Truffaut, film en partie tourné à Lyon, dans le début. Toujours, on avait Truffaut, voici Godard. C'est toujours lui qui va faire ces films-là. La fameuse affiche de Pierrot le Fou, qui est de Ferracci. La voici aussi en italien. Et il fera les fiches de Chabrol, dans Le Cheval d'Orgueil, mais aussi de Louis Malle, dans tout ce qu'il y avait de plus sombre. C'est lui aussi qui va faire Les Demoiselles de Rochefort, toujours avec Jacques Demy, qui est considéré un petit peu comme la nouvelle vague. C'est lui qui va faire, dans cette nouvelle vague graphique, les films de Jacques Tati, dont ce superbe Playtime, très graphique. C'est aussi lui, Ferracci. C'est lui qui va révolutionner le genre en justement s'occupant aussi du cinéma italien, qui est très Fellini dans ces années-là. Il n'est pas trop aidé, donc il est beaucoup aidé par le cinéma extérieur, dont le cinéma français. Les clowns, c'est lui qui va faire la belle affiche des clowns. Il va aider aussi Pasolini dans ces années-là. C'est lui qui fera l'affiche de Théorème. Et puis, il va s'occuper de tous ces grands autres films italiens, d'Ettore Scola, qui lui va venir tourner en France parce qu'il ne peut plus tourner en Italie, pour d'autres raisons. La Terrasse, les films de Visconti,
où là, on est quand même dans le pire de l'affiche, quelque part. Parce que c'est pas très beau. Il y a une surimpression des photos des personnages, et pourtant c'est Romy Schneider et Helmut Berger, qui est vaguement derrière. Alors évidemment, il y a un ciel de sang, parce que Ludwig, c'est quand même beaucoup dans le sang. Un film de Comencini, toujours un film italien. Les Nouveaux Monstres de Mario Monicelli, qui associe ce qu'on avait vu, ce qu'il faisait avec Buñuel, très graphiste. C'est lui qui va s'occuper aussi de toute la politique de Claude Lelouch, avec L'aventure, c'est l'aventure. Là, on est en plein dans les années 70. Hein. L'Édith et Marcel, c'est aussi Ferracci, les uns les autres. Vous voyez, on touche beaucoup. Un homme qui me plaît, toujours de Belmondo. C'est lui qui va faire tous les films de Melville, considéré aussi comme la nouvelle vague, dans toutes les formes. Le Cercle Rouge, dont on voit que c'est l'affiche belge, car chez les Belges, il y a 2 langues officielles. Le flamand, des Rode Cirkel, qui veut dire le Cercle Rouge. Et voilà pourquoi c'est l'affiche belge. Le Samouraï, c'est aussi Ferracci. L'Homme de Rio, là, c'est pour montrer, c'est lui qui s'est beaucoup occupé des vedettes. Belmondo, Delon, il fera toutes les grandes affiches. Delon, toujours avec un flingue. Hop. Delon Signoret, c'est lui aussi qui va s'occuper de toutes ces grandes affiches. Un flic, c'est toujours un film de Melville. Et ces affiches de Sautet, très graphiques, avec, voilà, je vais terminer avec Ferracci, Ventura, toutes les stars. Et c'est même lui qui va faire l'affiche du 20e du festival de Cannes. Je crois que le temps, je pense qu'il va falloir. Je vais juste vous montrer, malheureusement j'en avais encore beaucoup d'autres, je voulais simplement terminer sur quand même, nous sommes quand même à Lyon, et à Lyon a quand même fait l'objet de 2, j'espère que je vais arriver à les ouvrir, de 2 belles affiches. Le film tourné à Lyon, qui montre Lyon sur l'affiche, Un revenant avec Louis Jouvet, qui nous montre le Lyon, regardez, on reconnaît la cathédrale Saint-Jean, le pont qui n'existe plus puisque c'est le pont, la passerelle du Palais de Justice, qui s'appelait le pont du Palais de Justice, qui a été détruit en 66, enfin en 84, pardon, qui est encore en 66, et qui est cette affiche où ça se passe à Lyon, c'est une affaire lyonnaise, et on nous montre Lyon sur l'affiche. Une des rares affiches. L'autre, c'est Un crime d'un autre Lyonnais. Jacques Doré était né à Lyon, vice-président de l'Institut Lumière. Et on voit Lyon, comme c'est curieux, les 2 seules affiches où on montre Lyon sur une affiche, ça nous montre des films vaguement policiers ou à intrigue, et surtout la même passerelle quelques années plus tard, puisque c'est la même passerelle. Celle-là, c'est la passerelle du Palais de Justice. Voilà, j'en ai terminé. Désolé d'avoir pris un peu plus de temps que prévu, mais j'en avais encore beaucoup à vous dire. Merci. Je crois que c'est ouvert aux questions, s'il y en a. On n'a plus le temps. Il ne faudra pas qu'il y en ait beaucoup, mais il peut y en avoir 1 ou 2 encore quand même. Merci de nous avoir fait redécouvrir tous ces films et de nous avoir interprété toutes ces affiches. Effectivement, il nous reste 5 minutes pour 1 ou 2 questions. Il y a quand même une question auquel je peux répondre, peut-être. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. Est-ce que du coup, les affichistes avaient aussi un rôle dans le graphisme du générique des films, ou pas du tout, c'était pas lié? Certains oui, comme Saul Bass, oui. Par contre, ils avaient toute la communication, c'est-à-dire tout ce qui était les revues de presse, les dossiers de presse et tout ça. Oui, il y avait ce qu'on appelait un package qui était confié au distributeur, qui est l'organisme qui est chargé de faire ceci. Et la plupart du temps, les réalisateurs n'avaient aucun mot à dire. Certains feront leurs propres affiches, mais non, c'était pas. Ils s'occupaient pas du tout du générique. À part Saul Bass, qui s'est vraiment occupé, il n'y avait aucun lien. Non, c'était des métiers complètement différents. Et l'affichiste, il faisait de l'affiche au kilomètre, vraiment au kilomètre. Quand on en fait 4000 dans toute une carrière, c'est énorme. On faisait de l'affiche au kilomètre. Non, donc non. C'est une bonne question d'ailleurs.
Une autre question question encore. Une dernière question. Parce qu'il faut quand même qu'on libère Au fond, notre non. gardien. Oui. Oui, alors ils étaient, comme les photographes de plateau, ils suivaient quand même le tournage, ils avaient le scénario, et ainsi de suite. Et ils n'étaient pas influencés. Par contre, ils faisaient des projets d'affiches et ils soumettaient. Certaines fois, il y avait 20 refus pour une affiche parce que ça ne correspondait pas à l'âme de l'affiche. Il faut attendre quand même la nouvelle vague pour que l'affiche soit en, comment dire, que ce soit l'auteur de l'affiche, le réalisateur, qui soit en parfaite adéquation avec le film. Mais la plupart du temps, là, l'affiche, à mon avis, Jacques Doré n'a pas dû vraiment regarder. C'est la distribution qui s'occupe de ça. C'est-à-dire la production, ceux qui financent le film, payent ce qu'on appelle les distributeurs afin de faire la promotion du film. Mais la plupart du temps, c'est après et non. Alors jusqu'à la nouvelle vague, oui. Alors dans beaucoup d'années, oui, beaucoup d'années, ils regardaient les films, ils avaient les films, mais souvent, voilà, effectivement, pendant très longtemps, ils avaient les films à voir. Et après, on leur disait juste quelques mots, quelque chose comme ça, voilà. Merci encore et infiniment Et puis, merci. à bientôt. Simplement, je vous rappelle qu'il y a encore dans notre saison une conférence le 12-13 mai.